Merci, bonsoir à tous d'être venus ce soir à un café géo très particulier. C'est c'est une histoire comme quelque peu bouleversante d'organisation de ce café géo, puisque dès le mois d'octobre, on avait prévu avec Pierre Cheval de faire ce café géo. Il nous avait donné son accord, j'étais passé par l'intermédiaire de son équipe il était tout à fait disposé, comme avait dit une de ses collègues, de dire mais en fait ça lui fait plaisir en plus de pouvoir parler du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il aime partager, il aime aller à la rencontre des gens pour parler de ce qu'il aime et de sa passion. Et c'est vrai qu'on s'apprêtait à mettre en place finaliser ce café-là aujourd'hui quand on a appris la nouvelle de son décès. Enfin, quand on voit ce qui leur sort de tous ceux qu'on a pu croiser, ça a été bouleversant pour tout le monde. Et l'idée de maintenir la date, de continuer le Café Géo, c'était de se dire quand même qu'il y avait une mémoire à porter. Je pense qu'on entendra souvent dans les années à venir beaucoup de gens être contents et fiers que dans la région il y a un classement UNESCO. Mais je pense que le classement UNESCO, c'est pas juste une appellation qu'on a sur un territoire. Je pense qu'il ne faudra jamais oublier que c'est aussi la force d'un homme qui l'a incarné, Pierre Cheval, qui a su fédérer de nombreuses personnes autour de lui. Aujourd'hui, on a Olaf Holm qui est là, qui est le président du parc naturel de la montagne de Reims, parc naturel régional. Voilà, vous avez travaillé tous avec vos facettes différentes. Amandine Crépin, qu'on m'a présentée quand j'ai discuté avec des journalistes de ce café Géo, on m'a dit bon bah oui, Amandine, c'était son bras droit. Et c'est vrai que on voit que dans ce projet, il y a eu des facettes diverses et qui ont été fédérées, qui ont permis d'aboutir à quelque chose. Et je pense que Pierre Cheval a eu cette authenticité, cette force de pouvoir faire aller ce projet, ce puzzle de collaboration pour aboutir à quelque chose de quand même assez grandiose pour notre région. Je vous laisse la parole. Nos deux intervenants font une présentation de 20-30 minutes chacun, et puis on aura des questions-réponses en deuxième partie des cafés géo. C'est un faux micro, hein, c'est pour la captation du son. Hein. Donc je vais essayer de parler à voix haute et audible. Alors j'ai 20 minutes pour vous transmettre un projet que l'on a mis près de 10 ans à faire aboutir. Donc moi je suis directrice de la mission Coteaux Maison et Cave de Champagne, qui est l'association qui a porté ce projet depuis 8 ans. Et donc ce soir j'aimerais vous remettre un peu dans le contexte de ce que c'est être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, évoquer avec vous cette évolution de la notion de patrimoine, et puis vous raconter cette aventure, parce que un dossier patrimoine mondial, c'est une aventure qu'on a vécue nombreux, hein, avec tous les acteurs de la Champagne, qu'ils soient issus du monde des professionnels, des universitaires, et puis également des élus et des habitants. Parce qu'on a réussi à fédérer plus de 55 000 personnes qui ont soutenu le projet. Et ça, c'est une belle victoire. Donc, vous avez certainement tous entendu parler de l'inscription via la presse. C'est vrai que ça a été une nouvelle assez heureuse en Champagne cet été. Et ce soir, moi, je vais essayer de vous en livrer quand même quelques grandes lignes. Robin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Alors, l'UNESCO, c'est une organisation internationale créée après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on se rend compte qu'on a eu deux conflits, deux gros conflits. On avait déjà des structures pour éviter et améliorer le dialogue entre les différents pays, mais on se dit à cette époque-là, il faut, via la culture, l'éducation, résoudre et prôner
la paix entre les peuples. Et donc l'UNESCO, progressivement, prend des missions de culture et d'éducation. Et c'est en fait en 1969, lors d'un projet de développement en Égypte, la construction sur le Nil d'un barrage, que la communauté internationale est très émue de voir le temple d'Abou Simbel qui a une fin programmée avec ce barrage. Et donc là, il y a des organisations internationales, des ONG autour de l'UNESCO qui vont se prendre de ce sujet et dire finalement il y a dans le monde des patrimoines qui ont un sens commun pour l'humanité. Et donc on a en 1972, sur proposition d'une ONG qu'on appelle ICOMOS, qui gère toutes les questions de patrimoine auprès de l'UNESCO, la proposition de cette convention internationale qui est aujourd'hui ratifiée par plus de 180 pays. L'UNESCO en compte 195, donc, qui est largement ratifiée. La France ratifie cette convention en 1975 et progressivement découlent des sites inscrits sur cette fameuse liste du patrimoine mondial. D'ailleurs, on dit souvent qu'on est classé au patrimoine mondial, mais non, on est inscrit. Ce n'est pas un label, c'est une reconnaissance d'être un bien qui a un intérêt en fait pour le monde et pour les peuples. Progressivement, sur cette liste, alors on y met rapidement tous les chefs-d'œuvre, tout ce qui paraît évident. En France, rapidement, on va avoir le Mont-Saint-Michel, les cathédrales, les lieux vraiment liés à un esthétisme et qui font référence à toute cette politique patrimoniale en France, depuis la Révolution avec l'abbé Grégoire, tous ces inventaires qui ont été menés pour identifier le patrimoine d'intérêt national qui révèle l'identité de la France. Et puis il y a un glissement. Il y a un glissement qui s'opère dans les années 80 où la notion de patrimoine, elle s'élargit. Et d'ailleurs, sur la liste, c'est intéressant, c'est là qu'on voit émerger des sites beaucoup plus larges, qu'on commence à comprendre qu'un monument, certes, ça a un intérêt pour l'humanité, mais que quelquefois, quand on élargit le regard, quand on regarde l'interaction entre la nature et l'homme, on a des paysages culturels et que finalement, la notion de patrimoine, elle est beaucoup plus large. Et donc, nous, on s'inscrit dans l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne, dans cette catégorie de biens qui ne sont plus liés à un esthétisme pur, mais vraiment à des sites qui sont liés à l'intervention de l'homme sur un territoire. Et donc, en termes de gestion, ça implique aussi beaucoup de changements. Il y a 30 ans, quand on inscrivait une cathédrale, on ne se posait pas la question de se dire comment ça va être géré, puisque c'était l'État qui était propriétaire d'un bien, et ça se faisait tout naturellement. Quand on est face à des espaces très vastes, je pense au Val-de-Loire par exemple, donc c'est sur des kilomètres, c'est des hectares de sites inscrits au patrimoine mondial, on a affaire à plusieurs acteurs, à des stratégies de développement de territoire. Et donc progressivement, cette liste évolue et il y a des problématiques de gestion aussi qui émergent. Et nous, on arrive dans un contexte où cette liste du patrimoine mondial, elle est très largement fournie par des pays occidentaux notamment, et très peu par des pays du Sud. Et il y a une stratégie, l'UNESCO essaye d'équilibrer cette liste aussi. Donc notre candidature, elle n'est pas arrivée dans un contexte simple. Et c'est pour ça que ça met aussi maintenant beaucoup de temps pour émerger, parce qu'il nous a fallu 8 années. Et 8 années sur un temps de dossier, finalement, c'est très peu quand on regarde plus finement toutes les étapes qui nous ont amenés à cette inscription. On va peut-être passer à la diapo suivante. Ensuite, quand on s'intéresse au début de la démarche, on essaye de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il existe déjà sur cette liste? Parce qu'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est apporter quelque chose d'unique, de spécifique. Il ne faut pas de redondance, puisqu'on doit démontrer dans un dossier de candidature qu'on apporte quelque chose d'exceptionnel. Et donc,
on fait un point rapidement et on regarde d'un prime abord les paysages viticoles. Alors il y en a 10 sur la liste du patrimoine mondial. Et on fait la conclusion rapidement, il n'y a pas de vin effervescent. Et la Champagne, par son caractère historique, est vraiment leader, et c'est vraiment l'un des plus, par son ancienneté, est un vignoble qui mérite cette inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc on part rapidement sur une notion de, on va inscrire le vignoble champenois avec des délimitations très larges. Et puis progressivement, avec un dialogue avec l'État français, via le ministère de la Culture et de l'Écologie, on comprend qu'il faut déployer un plan de gestion, donc un document dans lequel on va rassembler tous les engagements pour préserver ce site. Et on est face à des réalités, c'est-à-dire mettre sous cloche 320 communes, on n'avait pas non plus des documents d'urbanisme, des verrous qui assuraient auprès de la communauté internationale des protections qui pourraient garantir sur le long terme, parce qu'on est inscrit normalement, ça dure, c'est pas un label qui est réévalué et qui tombe au bout de 5 ans. Et donc on réfléchit à une stratégie de sites témoignant pour l'ensemble. Et donc, rapidement, on se dit, si on doit sélectionner des sites, il faut également trouver la pierre angulaire du dossier, la bonne entrée qui va nous permettre d'apporter cette singularité. Et en Champagne, ce n'est pas l'esthétisme des paysages, c'est bien plus que ça. Déjà lié à l'histoire de cette région et de ce territoire, qui est très marqué par l'innovation, l'effervescence. Le Champagne est un vin d'innovation. Par aussi cette collaboration, ce consensus entre deux familles d'acteurs que sont les vignerons et les négociants. Ce caractère de diffusion internationale aussi unique, très, très, très récent à l'échelle de l'histoire de la révolution industrielle. Et donc on prend parti, guidé par le comité des biens français, qui instruit les dossiers auprès de l'État, de prendre 3 appartements témoins pour témoigner de l'histoire et de la spécificité de la Champagne. Et donc on regarde à Reims, la colline Saint-Nicaise, l'avenue de Champagne à Épernay et les coteaux historiques en fait, qui sont les anciennes terres de l'abbaye de Villers. On aime bien montrer cette gravure, alors je ne sais pas si tout le monde la voit, mais on a l'impression d'être dans une filature du nord de la France. Mais non, on est sur l'avenue de Champagne à Épernay. Et c'est vraiment ce qui va nous singulariser des autres vignobles qui sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Tout à l'heure, on regardait Saint-Émilion, donc le joli village en pierre avec ses vignes. Nous, on a, par le génie du négoce, une histoire, on est aussi à un carrefour de routes commerciales, donc tout ça s'explique aussi par l'histoire de la Champagne, ce caractère d'exportation très rapide. Et donc là, on voit, c'est intéressant, on voit la Marne, on voit aussi des connexions au chemin de fer pour expédier depuis les caves directement les flacons dans le monde entier. En France, en Europe, puis progressivement dans le monde. Être inscrit au patrimoine mondial, c'est revendiquer une valeur universelle exceptionnelle. Et donc la nôtre, si vous n'avez que quelques phrases à retenir, c'est celle-ci. Les coteaux, maisons et caves de Champagne sont les espaces de la naissance, donc le bassin d'approvisionnement, les vignes, de la production et de la diffusion commerciale mondiale d'un vin devenu le modèle des vins effervescents et une référence universelle de la célébration. Quelques images, on va passer. Voilà. Là, on vous présente la carte. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a 3 sites témoins qui témoignent de l'ensemble en fait de la Champagne. Donc, on a développé plusieurs périmètres. Il ne faut pas oublier qu'un dossier de candidature, c'est technique, c'est une machine, c'est une mécanique.
On doit répondre à une convention internationale, donc on doit se mouler un petit peu dans des cases très standardisées, hein, puisque on dépose un dossier de candidature, 190 pays le font, et donc il y a des normes internationales, et donc on doit proposer des périmètres. Alors il y a le bien, la zone tampon, les zones de vigilance. Nous, on a appelé ça la zone d'engagement. En fait, la zone d'engagement, c'est bien toute la Champagne viticole qui est le cadre distant, cette communauté de destin qui connaît les mêmes pratiques, les mêmes savoir-faire, qui partagent la même histoire. Et on retrouve donc notre bien et notre zone tampon, hein, à Reims, Épernay et sur les coteaux historiques. Alors, on a vu la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Elle s'accompagne de critères. Pour proposer un site au patrimoine mondial, il y a 10 critères. En fonction des catégories dans lesquelles on concourt, nous, on s'inscrit dans la catégorie des paysages culturels, donc on a 6 critères à notre disposition. Et on doit s'appuyer sur quelques de ces critères pour proposer l'inscription. Donc nous, on a été retenus sur le critère 3, 4 et 6. Le premier, ce sont les savoir-faire. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. On est... Diapo suivante, s'il vous plaît. Ouais. On est vraiment dans cette maîtrise en fait, d'un savoir-faire particulier qui est l'effervescence, sur cette interprofession hein, très spécifique, hein, une des premières, une interprofession qui a une coprésidence, donc qui mène au consciensus. C'est très différent dans les autres régions viticoles, hein, que ce soit en France ou en Europe. On est souvent sous des présidences alternantes. Ici, en Champagne, on a cette culture collective du consciensus. Et puis, cette importance des relations interculturelles en Champagne, on entend souvent des noms de maisons de champagne à consonance germanique. Hein, donc, on a aussi cette influence allemande. D'ailleurs, on a même des directeurs de parcs qui viennent d'Allemagne encore aujourd'hui. Non, c'est une boutade. Et donc, très rapidement, en fait, ces jeunes issus pour la plupart de Rhénanie travaillent au sein des maisons de champagne et puis épousent, je fais des très gros raccourcis, hein, épousent des champenoises et créent et fondent des maisons de négoce. Diapo suivante. Le quatrième critère, c'est tout ce qui est lié au matériel. Et donc, forcément, c'est le bâti, c'est le paysage. Et donc là, on retrouve bien sûr la craie, les vignes, les bâtiments de représentation, les bâtiments d'exploitation. Et ce qui est très remarquable à Reims notamment, puisqu'on est ce soir à Reims, par exemple, ce sont les crayères. Donc, vous connaissez tous, hein, ce sont des anciennes carrières d'époque gallo-romaine à médiévale, hein, c'est très difficile de les dater précisément, qui ont été réinvesties par les maisons de champagne. Et donc on a un ensemble parfois difficile à lire quand on est géographe. On a plus de facilité à regarder sur les plans, mais finalement c'est le sous-sol qui explique cette implantation, puisqu'ils sortent de la ville. On est vraiment là aux portes des remparts médiévaux de la ville de Reims, et ils s'installent progressivement et construisent des domaines. Alors, on citera le domaine Pommery, hein, où on a à la fois des bâtiments d'exploitation, de représentation, de l'habitat patronal, et puis des parcs, aussi des clos de vignes. Donc, on a là des ensembles remarquables à Reims. Et puis enfin, le dernier critère sur lequel la candidature a été retenue, c'est le critère 6. C'est un critère immatériel. Et effectivement, c'était peut-être le critère le plus évident. Évident pour tous nos interlocuteurs au niveau international. C'est oui, le champagne, forcément, ça a un sens pour le monde, puisqu'on ouvre du champagne dans les moments heureux. C'est une évidence. On aurait pu d'ailleurs
évoluer dans la Convention du patrimoine immatériel, comme le dossier de la gastronomie française avec le repas français. Mais on aurait oublié les accroches au territoire. Et c'est pas ce qu'a souhaité l'association, portée par l'ensemble des collectivités et des professionnels. C'était bien un projet plus global qui embrassait ce territoire, ce bassin de vie, cette communauté, reconnaître aussi le savoir-faire de l'homme, et puis ce bâti, et enfin reconnaître cette valeur immatérielle partagée dans le monde autour du Champagne. Donc voilà, je vous ai brossé rapidement l'histoire, enfin le contenu, même si je vous invite à consulter le site internet de la mission, www.champagne-patrimoinemondial.org, où là vous trouverez énormément d'éléments. En tout cas, là je vous propose de regarder une petite vidéo pour vous faire vivre les moments qu'on a vécus à Bonn cet été. Donc je vous laisse savourer ces images. Nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous sommes aujourd'hui reconnus et c'est une chance. On a le sentiment réellement de vivre un moment d'histoire de notre région. C'était le moment de rendre hommage à toutes les générations qui nous ont précédés et qui ont créé ce patrimoine extraordinaire. C'est une reconnaissance totale et on va dire mondiale. C'est un aboutissement et puis le début d'un avenir prometteur. Une grande fierté parce que ça vient après 10 ans d'efforts, de construction de cette candidature. Je crois qu'il y avait une puissance d'évidence qui fait qu'il ne faisait absolument aucun doute que la Champagne devait être inscrite. On a une responsabilité supplémentaire d'enrichir, d'entretenir ce patrimoine et de le léguer encore plus beau et d'être un relais, un témoin pour les générations futures. Adopt it. Pour la France ce soir. Je voudrais à nouveau remercier les experts du COMOS, le Centre du patrimoine mondial, tous les États membres du comité qui ont soutenu cette belle candidature de Champagne, ainsi que, il vous l'avez remarqué, toute l'équipe qui est derrière moi et qui a travaillé depuis 10 ans pour porter ce dossier, cette candidature jusqu'ici à Bonn devant vous. Jusqu'à présent, le monde entier, je crois, connaissait le Champagne. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, et grâce à vous, le monde entier connaîtra la Champagne. Madame la Présidente, la décision d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial les coteaux, maisons et caves de Champagne va droit au cœur des femmes et des hommes de Champagne qui sont fiers, en ce moment, après tant d'années de travail et d'espérance partagées par tous les acteurs du territoire, de voir la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine commun reconnue au même titre que les sites les plus prestigieux de la planète.
Ils vous en expriment leur gratitude et vous apportent leur engagement total à contribuer en retour au succès de l'UNESCO pour faire grandir l'humanité. C'est un moment historique pour la Champagne qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. L'image symbolique du champagne vint de la célébration, de la réconciliation, du bonheur et de la paix, confère à cette décision d'inscription une dimension toute particulière qui dépasse la simple ambition de préservation d'un bien, fût-il exceptionnel. L'actualité, nous l'avons vu, nous confirme malheureusement que même notre patrimoine le plus emblématique n'est pas à l'abri des pires destructions. Tel a été, jusqu'à un passé récent, le destin de la Champagne, où périodiquement toutes les armées du monde sont venues régler leurs comptes. Elle s'en est toujours relevée. C'est aussi cette dimension de la renaissance et de la fraternité entre les peuples que l'UNESCO a voulu distinguer dans un formidable message d'espoir. Oui, à l'image du champagne qui célèbre la fraternité, l'harmonie des peuples est pour l'humanité une valeur universelle fondamentale. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Être heureux et le célébrer est légitime dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà, Madame la Présidente, le message précieux pour les hommes de ce siècle que délivre l'inscription aujourd'hui des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et Champagne pour tout le monde. Merci. 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 Très émouvant, effectivement, de revoir Pierre Cheval. Ses mots étaient très justes, son discours vraiment est remarquable. Et je pense qu'on peut le dire, tous les acteurs aujourd'hui sont convaincus qu'il faut poursuivre pour faire vivre cette inscription. Et c'est la deuxième partie de mon propos. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Si tu me permets juste oui. peut-être d'ajouter quelque chose. J'ai eu la chance de participer à cette conférence le 4 juillet, mais aussi l'année avant. Et je ne suis pas sûr, comment dire, qu'on peut s'imaginer d'être dans une salle où il y a des gens de 198 nations qui sont présents et qui sont là et qui écoutent et qui étaient tous là pour dire oui, mais pourquoi la Champagne n'est pas déjà inscrite en partie du principe 2. Et j'ai quand même eu la chance de suivre un peu avant toutes les doutes, toutes les questionnements et toutes les rumeurs maintenant, etc. Donc c'est vrai, j'étais convaincu assez rapidement de l'intérêt de ces dossiers. Et je pense que ça, je suis très content d'avoir vu ça en direct parce que je ne suis pas sûr si on peut vraiment s'imaginer ça. Et ça, c'était énorme de voir tous ces gens-là qui étaient vraiment contents pour nous, en fait pour vous. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui était un moment exceptionnel. Et c'est vrai, le film le reflète, en fait, le sentiment que j'ai eu au moment où ça s'est passé, c'est vraiment ça. Même si ça fait un peu la musique, etc. Mais c'est vrai, ça reflétait vraiment ce sentiment-là. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il y a plein de pays de l'étranger qui nous regardaient et qui ont dit oui, mais oui, vous êtes au même niveau que tous les autres. Et sans avoir eu quoi que ce soit comme remarque.
Oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé, mais être candidat au patrimoine mondial, c'est s'inscrire dans un circuit d'évaluation. On a regardé pendant 18 mois un processus par 2 ONG internationales, donc des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai qu'on doit répondre à un certain nombre de points, c'est très très précis. Et on a eu la chance, au mois de mai, quelques mois avant le comité, d'avoir une note, un peu comme au bac, et on a eu la mention très bien. On n'a eu aucune remarque et on a eu une recommandation d'inscription du premier coup. Et on est passé auprès du comité sans aucune difficulté. Et c'est vrai qu'on a eu l'unanimité des 21 représentants qui ont le droit de voter. Et ça, c'est très rare au sein du comité du patrimoine mondial. On va passer à la diapo suivante. Diapo suivante aussi, je vais raccourcir un petit peu encore. Et maintenant, voilà. Et ça, c'est un petit peu pour conclure la présentation. C'est pas terminé. Être inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une aventure. Parce que on nous dit souvent, mais votre travail, il est fini. Mais non, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, un plan de gestion, on s'est engagé. On doit faire un retour tous les 6 ans auprès du Centre du patrimoine mondial. Et donc, on va être examiné pour s'assurer que l'on préserve et que l'on transmet le site de manière intacte aux générations futures. Alors, la question, c'est comment ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en quelques mots et très rapidement, c'est accentuer la formation, l'accueil des visiteurs, peut-être développer un petit peu les contenus auprès des offices, auprès des maisons, des gens qui accueillent, être aux côtés de tous ces acteurs pour développer un œnotourisme de qualité. Ça, c'est le premier réflexe. On se dit, être inscrit au patrimoine mondial, tout de suite, on dit, c'est combien de pourcentage de visiteurs en plus, etc. Et oui, effectivement, ça booste un peu les fréquentations, mais le travail de la mission, ça va être de s'assurer qu'on transmet bien tout ce que je vous ai dit, la VUE, la valeur universelle exceptionnelle. Le dossier, c'est 600 pages d'histoire, de recueil, de choses très précieuses, de l'histoire de la Champagne. Et tout le travail, ça va être de le diffuser, d'en faire de la médiation, de transformer ces contenus très pointus et scientifiques pour apporter cette explication aux habitants du territoire et aux visiteurs. Ensuite, c'est aussi faire mieux, c'est-à-dire préserver, valoriser, expérimenter des nouvelles manières pour embellir les paysages, pour accueillir les touristes dans les caves. Enfin, voilà, il y a tout un champ d'action sur l'embellissement. C'est aussi développer des documents de protection du Code du patrimoine, du Code de l'urbanisme. Alors, normalement, dans la salle, il y a quelques géographes et en géographie, on aborde ces notions-là. Je vous parle d'AVAP, de secteurs sauvegardés, de cahiers de recommandation dans les PLU. Voilà, c'est tout ce champ-là d'utiliser la réglementation nationale pour préserver et sauvegarder les villages, cette caractéristique très spécifique à la Champagne d'avoir cette densité et construire peut-être des bâtiments d'exploitation avec plus de qualité, intégrés dans le paysage. On a quelques progrès à faire sur ces questions. L'engagement, c'est aussi, et on nous a souvent dit, oh là là, mais ça va nous apporter plein de contraintes, on va avoir des polices de l'UNESCO qui vont passer. Alors non, il n'y a pas de police de l'UNESCO, c'est ce que je vous disais, c'est l'application de la réglementation nationale, point. Et on a en France un système très développé qui va nous permettre de préserver le site inscrit. Je ne vais peut-être pas... Oui, ce schéma, je l'aime bien parce que ça résume bien la mission. Donc nous, en fait, on est depuis l'inscription garant du site aux côtés de l'État, parce que c'est l'État français qui propose les dossiers au sein du Centre du patrimoine mondial.
Et donc, avec l'État, on doit avoir un dialogue permanent avec l'UNESCO, tous les 6 ans, pour montrer patte blanche. Donc, ça veut dire des suivis, de l'évaluation des démarches et du plan de gestion. Concrètement, ça va s'organiser sur le territoire. On va déployer progressivement des organes de concertation pour veiller à développer le plan de gestion. Donc, une fois par an, on va réunir une grande messe, la conférence territoriale, où là, on réunira tous les acteurs du champ universitaire, notre comité scientifique, les collectivités, les maisons de champagne, les vignerons, enfin, toutes les institutions telles que le parc, telles que la DRAC, la DREAL, donc les services de l'État en région, pour se poser le temps d'une journée et regarder un petit peu le bilan de l'année et repositionner les objectifs et les orientations pour sauvegarder le site. Et puis concrètement, localement, ça va se matérialiser par des petits comités où on va essayer de faire émerger aussi des projets. Et ces projets, ils seront, la cohérence en sera assurée par une commission de coordination plus large qui veillera également à faire un reporting sur toute cette zone d'engagement, sur tout l'AOC Champagne. Parce que l'ambition du plan de gestion, c'est d'avoir une démarche de progrès à l'échelle de la Champagne, bien sûr. Et puis on a également un système de commission thématique, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça maintenant. Mais écoutez, je pense que, je ne sais pas si les questions, ça se passe après. Donc on passe la parole à Olaf. Voilà, je reprends le micro, c'est ça. Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, bonsoir tout le monde. Je reviens juste là-dessus, donc la forme directeur du parc. Je ne suis pas président aujourd'hui parce que je ne suis pas élu aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est beaucoup de choses qu'on a vues tout à l'heure par rapport du parc et son investissement dans ce dossier qui vont se rassembler parce que finalement, la démarche, comment ça se passe pour l'UNESCO, c'est un peu la même chose pour un parc naturel régional. Parce que si un parc existe, c'est comme la volonté locale pour un dossier UNESCO, c'est un engagement et c'est une volonté de vouloir faire quelque chose ou pas. Voilà, c'est aussi simple que compliqué. Et donc par rapport de la partie qu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, donc c'est bon, c'est juste déjà programmé ligne par ligne, donc vous allez jusqu'au bout parce que je ne savais pas le truc pour appuyer, donc... c'est vrai, là j'étais un peu gêné de dire mais qu'est-ce que je vais dire, parce que de valoriser aussi ce travail qui était fait par Pierre Cheval avec l'équipe technique qui était derrière. Et je pense en tant que partenaire dossier, la première chose que je dois dire, de vraiment de maintenir cet esprit de fédérer tous ceux qui ont fait que ce dossier existe. Certes, il y a la mission aujourd'hui, mais la mission vit parce qu'il y a des partenaires qui s'investissent et qui viennent en plus du monde privé d'abord, donc l'interprofession de Champagne, avec le comité de Champagne, le CVC, l'SGV. Mais après, derrière, les communes, il y a les villes, dans Reims et Épernay, il y a des maisons ou des particuliers qui s'investissent, les communes, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette volonté de fédérer tout le monde. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de travailler avec les uns et les autres, avec toute la diplomatie qu'il faut avoir. Et ça, déjà, par rapport d'un hommage, je pense qu'il faut bien rappeler ça. Et il a eu cette capacité de travailler avec les uns et les autres. Et c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête pour maintenant faire vivre cette inscription et de continuer ce travail en commun. Parce que ce n'est pas le dossier d'une personne ou d'une structure, c'est quelque chose qui nous concerne tous par rapport de cette aventure qui est vraiment extraordinaire. Et oui, le parc aujourd'hui, d'être là, c'est un vrai plaisir. Mais bon, on est là, on aurait pu être quelqu'un d'autre, le CVC, ça aurait pu être Épernay, ça aurait pu être Veuve Clicquot, parce que nous, on a tous contribué, on nous a demandé, et ça coulait de source. Et j'avoue aussi, pour moi, c'était vraiment très très bien, parce qu'il y a 6 ans, au niveau de Champagne, je ne connaissais absolument rien. Et ça m'a permis de découvrir tout ce qui est derrière, et je constate quand même que vous, ici, ou des gens sur place, ne sont pas très conscients de ce patrimoine, cette richesse qui est derrière. Donc voilà, donc je pense
là, c'est vraiment ce que je voulais apporter avec mon intervention, d'apporter cet angle-là, pourquoi ce dossier donc, intéresse les parcs et pourquoi on voulait s'investir là-dedans. Donc, par rapport de ce concept de parc, quand même, je me permets de faire un peu la promotion, mais il y a un lien évident parce que vous avez aujourd'hui 51 parcs en France et ces 51 parcs, il y a un lien évident avec les démarches paysages culturels, ce sont toujours des paysages. On n'est pas sur les limites administratives, on est sur quelque chose, une identité qu'on souhaite préserver, mais aussi valoriser, parce que ce ne sont pas des territoires sous cloche, il y a toujours des habitants. Il y a aujourd'hui 4 millions d'habitants sur ces 51 parcs. Et en plus, il y a plusieurs parcs dans lesquels se trouvent des sites inscrits au patrimoine mondial. Donc les Cévennes, qui étaient inscrits, le bassin minier, ou Val-de-Loire. Et souvent, les parcs étaient impliqués dans ce dossier, ou même à l'initiative, comme en Val-de-Loire, pour monter ces dossiers. Donc, voilà. Et en fait, on parle de paysage, et paysage, ça veut dire c'est toujours façonné par l'homme. Il ne faut pas être naïf. En France, aujourd'hui, il n'y a rien qui est naturel. Même la nature, quand on regarde, par exemple, souvent, vous allez faire des balades en forêt, on pense à la forêt, c'est vierge, c'est la nature et tout. Mais non, une forêt en France, comme un champ de maïs, il est exploité, il est utilisé, il est usagé, sauf qu'on pense on est dans un monde sauvage. Mais pour ça, il faut aller en Guyane, Amazonie, mais sinon, ça n'existe pas. Donc, c'est bien d'abord ça, c'est un territoire reconnu pour son paysage. Et en deuxième, derrière, il y a une équipe qui est là pour animer ce territoire et de faire en sorte, ce qu'Amandine fait, de faire en sorte que les différents gens travaillent ensemble pour un objectif, c'est de valoriser et de sauvegarder un territoire. Donc vous voyez, la démarche est très similaire et aujourd'hui, monter un parc naturel, vous avez pour 12 à 20 ans. Donc on n'est pas très loin. Et oui, malheureusement, on est une collectivité. Je préférais d'être en association comme la mission Champagne parce que je pourrais faire des choses plus facilement. Mais voilà, donc, et là, on est dans une démarche très géographique en tant que géographe parce que moi, je suis géographe de formation et biologiste. Je suis vraiment très content parce que je trouvais un peu mon terrain de jeu idéal parce qu'en plus, on travaille sur des champs très divers et très variés. Donc, on va revenir sur notre territoire qui nous intéresse. C'est vrai que la montagne de Reims, avec ses 68 communes, est rythmée par la viticulture. Et c'est vrai, je suis arrivé de Paris, la viticulture, je ne connaissais rien, mais j'ai quand même compris très vite, si je ne m'intéresse pas pour ça, je ne peux pas travailler sur ce territoire. Parce que chez nous, on ne peut pas faire une réunion sans prendre en compte les livraisons, les vendanges, les moments forts, la Saint-Vincent, etc. Et aussi d'essayer de comprendre un peu des gens, comment ils pensent et tout. Donc, et quand on regarde la carte, vous avez au cœur du parc, vous avez là donc, le massif forestier. Et sur le coteau, vous avez quand même 30% des communes AOC. Et ben, par contre, le parc n'était pas du tout créé pour ça. La viticulture ou les coteaux viticoles étaient dans le parc par défaut, parce que le parc était surtout créé pour préserver un espace rural qui était fait pour sauvegarder ces forêts, parce que c'est le plus grand massif forestier de la Marne, et il était en voie de disparition. Et en plus aussi, il y avait des projections sur l'agrandissement de Reims et Épernay, de aussi freiner l'urbanisation. Bon, aujourd'hui, ça se freine automatiquement avec des prix de terres viticoles, donc on n'a plus ce crainte-là. Par contre, il y a toujours une crainte qualitative. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un travail à faire sur votre patrimoine, sur votre savoir-faire, où parfois il manque une conscience. C'est comment on va éviter de faire des lotissements type standardisés un peu partout. Comment on va essayer de sauvegarder ces villages groupés viticoles. Comment on va essayer de ne pas bouffer sur votre outil de production, parce que si la Champagne est quand même bien lotie au niveau économiquement, c'est parce qu'il y a des parcelles là aussi qui permettent de produire. Voilà, donc c'était ça, cette préoccupation, plutôt de l'urbanisation. Par contre, on ne parlait pas trop de la viticulture. Et depuis 2009, l'État a clairement dit,
si vous voulez garder votre label parc naturel régional, parce que ce n'est pas acquis, et tous les 12 ans, il faut le refaire la demande à l'État, il faut que le parc travaille sur les questions viticoles. Or que, vous vous imaginez bien, tout ce qui est agricole et viticole dans la Marne, les portes sont quand même assez fermées, en plus pour une structure qui est quand même classée plutôt dans les associations militants écologistes, qui n'est pas du tout notre objectif, parce qu'on est une collectivité qui est là pour accompagner des communes et des partenaires. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais il faut bien avoir en tête, on a vraiment cette mission de valoriser et sauvegarder un patrimoine et surtout travailler aussi sur les aspects de développement local. Et là-dedans, vous avez la gestion et la protection des milieux naturels, mais aussi tout ce qui est patrimoine culturel. Donc, tout ce qui disait Amandine tout à l'heure, le patrimoine immatériel, l'histoire, tout ce qui est derrière, ça fait partie d'une mission du parc. Comme aussi, par exemple, travailler sur notre territoire, sur les questions de 14-18. Parce que ça s'est passé là-bas. Et ça fait partie de l'identité. Mais on a aussi la partie de l'information, l'accueil du public, donc avec un volet pédagogique. On a aussi un volet tout ce qui est l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Et surtout, on nous paye pour faire des erreurs. Donc ça veut dire de se mettre sur des dossiers où d'autres structures ne veulent pas aller pour expérimenter. Et c'est vrai, la démarche là, l'inscription au patrimoine, c'est aussi une expérimentation et d'essayer d'innover pour soutenir donc, cette candidature. Bon, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais il est clair que pourquoi nous, on était censés s'investir, c'est aussi parce qu'on fait toujours un diagnostic du territoire. Donc ça, tous les géographes dans la salle savent à peu près qu'est-ce que c'est. Ça veut dire c'est quoi les points forts ou faibles sur ce territoire et sur quoi il faut travailler. Et c'est clair que de préserver ces paysages viticoles caractéristiques, ça faisait partie d'un objectif pour les sauvegarder, mais aussi pour que les gens s'approprient leur territoire. Parce que là, aujourd'hui, même si le parc existe ou le territoire existe depuis toujours, on sent bien qu'il y a un petit problème. Et d'accompagner donc tous les acteurs. Donc finalement, dans notre charte qui nous conduit pendant 12 ans, la première axe est clairement là pour soutenir la candidature, c'est d'écrire, là je le vois mal, faire de la mise en valeur du paysage un enjeu fédérateur de tous les acteurs. Donc tout ce qu'on mène aujourd'hui sur l'urbanisme, sur l'architecture, sur la valorisation du patrimoine viticole, s'inscrit dans cet axe et est clairement orienté pour s'investir dans ces dossiers. Donc ça c'est clair, et c'était clairement en 2010 quand j'avais de petits recrutements à faire et des réformes, c'était clairement d'avoir quelqu'un chez nous qui collabore avec vous, parce que comme la mission ou avant l'association vous êtes deux, donc c'est impossible de faire ce travail tout seul. S'il n'y a pas tout le monde qui contribue et qui suive un peu une ligne directive, et ça aussi Pierre Cheval l'a su faire, ce n'est pas possible de faire ce dossier. Donc chacun doit apporter quelque chose sur ce dossier. Voilà. Et juste avant qu'on va sur les choses plus concrètes, il faut bien avoir en tête, c'est comme le travail d'Amandine, le parc, ce n'est pas un outil réglementaire. Donc quand des gens vous disent « Ah oui, mais je suis dans un parc, donc c'est interdit de faire telle ou telle chose », mais non. On accompagne les maires et les élus dans une démarche, on est là pour poser des questions, on est là pour interroger, mais nous, on ne peut pas se substituer au choix des élus. C'est quand même le maire qui va signer le PLU ou qui va surtout signer les permis de construire, par exemple. Donc on se sert aussi de tout ce qui existe. La seule chose qui est un peu différente, c'est la publicité, parce que c'est un peu plus contraint qu'ailleurs sur le territoire, mais ça s'arrête à peu près là. Et après, c'est à nous de solliciter aussi les gendarmes, etc. pour qu'ils interviennent, parce que ça ne se fait pas non plus tout seul. Et nous, en général, quand on a un souci, on va plutôt essayer de trouver une solution en discutant avec des gens que d'imposer une réglementation, parce que vous savez très bien, ça ne marche pas forcément très bien en France. Et donc, notre démarche, c'est toujours convaincre et pas contraindre, et que des gens se rendent compte de ce qu'on peut parfois mieux faire. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Bon, parfois, il y a toujours des choses, mais bon, c'est ça, malheureusement, c'est toujours... tout le monde ne suit pas, mais bon.
Voilà, donc nous maintenant par rapport au dossier qui nous intéresse, il y a un autre argument pourquoi on est impliqué sur le dossier, parce que les coteaux historiques donc, se trouvent sur le territoire du parc. Donc on est sur 7 communes qui font partie du parc depuis la création en 1976, donc d'ailleurs c'est les 40 ans maintenant du parc cette année, qui se trouvent au sud, donc là vous voyez le cercle rouge, les 7 communes autour de Hauvillers. Et nous, c'est clair, je suis quand même... Bon, déjà, je suis convaincu de l'intérêt de la philosophie de la démarche UNESCO, mais en 2010, pour nous, c'était clairement une opportunité pour exister. On avait très peu d'outils de communication, on avait très peu de choses d'envergure. Et quand j'ai eu l'occasion de participer dans les comités de pilotage, tout de suite, je me dis, mais là, c'est un truc... il faut que nous, on s'investisse pour que des gens se rendent compte aussi de ce qu'on est capable de faire et de mettre à disposition notre savoir-faire et faire des choses un peu avec les uns et les autres pour aider. Et donc, pour moi, ça coulait de source qu'il ne faut pas louper cette affaire parce que ça permet aussi d'ouvrir des portes. Et c'est vrai, avec le monde viticole, le CVC, c'était la chose, on me disait tout de suite, ah ben là-bas, tu ne travailleras jamais avec eux, ça ne marchera jamais. Bon, ça, c'est le truc, il ne faut jamais me dire ça, hein, parce que quand on me dit ça, ça me motive encore plus. Voilà. Et donc, nous, on est membre de droit de l'association depuis le début. On a contribué donc clairement à la mise en place du plan de gestion, hein, comme aussi les autres partenaires. Donc, on n'est pas tout seul et je revendique surtout pas ça, au contraire. On met à disposition de la matière grise, donc il y a toute une équipe de chargés de mission qui travaille sur l'urbanisme, sur l'architecture, sur le tourisme, mais aussi sur la biodiversité, donc une partie qui nous concerne aussi. On est là aussi par rapport du partenariat public-privé, donc travailler avec le monde viticole, ça nous intéresse encore plus, sachant beaucoup de maires sont aussi viticulteurs, donc il y a un lien évident. Et on a donc un grand nombre de dossiers et c'est vrai, le dossier UNESCO permet d'avoir une porte d'entrée pour après travailler aussi ailleurs sur la qualité de l'urbanisme, sur les questions de l'architecture, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, un projet vraiment intéressant pour nous, c'était les fameux sites pilotes Agir. Donc, c'était pour favoriser vraiment la viticulture durable et la gestion paysagère adaptée sur le site de cette commune des coteaux historiques, mais déjà avec l'idée aussi de l'exporter dans l'Aisne et aussi dans l'Aube. Et donc là, avec les CVC, on a conduit donc 2 études conjointes. Le CVC qui s'occupait de la partie parcelle viticole et la démarche plutôt analyse sur la biodiversité. Et nous, on a apporté un regard plus large parce que comme on a un classement qui concerne, en fait l'inscription, entre la forêt jusqu'à la Marne, donc nous, on apporte un regard sur les paysages au niveau global. Et de dire, voilà, il y a les parcelles AOC, maintenant, comment on va gérer vraiment l'ensemble entre les villages, les parcelles entre les deux, l'intégration des bâtiments agricoles, mais aussi comment on va travailler pour améliorer tous les points noirs paysagers qu'on peut trouver sur ce territoire et surtout comment on va impliquer les viticulteurs dans ce projet. Donc on a construit avec les CVC des comités de pilotage et des comités locaux pour identifier avec eux ce qui pose problème sur le secteur. Donc c'est vrai, au début, vous êtes dans une salle avec 5 personnes, c'est moyennement motivant. Mais c'est ça notre boulot sur tous les dossiers du parc. Souvent, au début, vous êtes 3, après vous êtes 5 et parfois vous êtes 10 ou 12 et plus après. Donc, il faut vraiment persévérer. Et là, ça, on a quand même réussi à faire ça avec les CVC et surtout avec des démarches aujourd'hui qu'on est sollicité. Donc, vous allez voir, vous pouvez continuer. Ensuite, donc, comment on va vraiment travailler sur la qualité paysagère. Donc, par exemple, là, vous voyez bien, parfois dans les paysages, vous avez aujourd'hui des grands parcelles viticoles et de se dire comment on peut améliorer les qualités, par exemple planter des arbres. Autrefois, il y avait des arbres un peu partout et c'est vrai, ça attache l'œil, ça accroche l'œil, ça donne un paysage plus varié et parfois juste 1 ou 2 arbres quelque part, ça peut apporter un plus au niveau d'impression paysagère, mais aussi replanter aussi des haies dans les parcelles interstitiaires, etc., qui sont aussi un plus pour la biodiversité. C'est parfois des petites choses
après, vous pouvez. Voilà, donc là, à gauche, le joli exemple d'un mur en tôle. Voilà, il y a des régions viticoles, on voit ça beaucoup moins. Mais malheureusement, nous, on a encore ça. Mais vous voyez, à côté, de donner tout de suite des idées, comment on peut faire mieux faire. Donc là, avec j'oublie toujours le nom, les trucs des gabillons, merci. Pour faire des choses de meilleure qualité et meilleur visuel. Donc, et souvent, vous montrez ces photos-là, des gens voient tout de suite, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être mieux de faire ça. Et donc, on commence d'avoir des jolis exemples dans cette démarche-là. Voilà, là, vous avez un exemple sur aussi le côté publicité. Hein. Donc là, d'ailleurs, il faut se bien engager que la loi ne change pas. Il ne faut pas voir fleurir partout des panneaux. Donc, il y a quand même un risque actuellement. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire la publicité, mais on peut aujourd'hui aussi le regrouper et le faire autrement et aussi efficace. Et ça concerne aussi tout ce qui est les entrées de village. Donc, vous voyez l'exemple à gauche. À droite, avec quelques arbres en plus, des aménagements paysagers, tout de suite, on peut faire des choses qui ne sont pas forcément coûteuses. Donc, on a sorti aussi un petit guide qui donne tout de suite des idées et comment on réalise. Mais pour ça, c'est vrai aussi, il faut être sur le terrain, il faut accompagner les gens, il faut donner des idées. Et donc, ça fait partie de notre travail. Et la finalité de tout ça, c'est de se dire, oui, on travaille sur les 7 communes qui sont inscrites au patrimoine mondial, mais finalement, bien sûr, c'est une porte d'entrée pour travailler sur l'ensemble du parc et sur l'ensemble de la Champagne. Parce qu'on part du principe, un paysage de qualité, ça mérite quand même, en fait non, à l'envers, pardon, un produit exceptionnel mérite un paysage de qualité. Je veux dire, vous allez récupérer votre nouvelle voiture dans les super centres où on va maintenant chercher ces voitures. En général, vous êtes dans des endroits très soignés. Et là, on part du principe, par rapport du produit, il faudrait avoir la même démarche. Donc, pour terminer, maintenant, on travaille sur plein d'autres dossiers qui sont toujours en lien finalement avec ces dossiers. Par exemple, le travail qu'on mène sur la signalétique, donc ça concerne l'ensemble du parc. Et quand même, on a aujourd'hui un territoire où il y a très peu de panneaux publicitaires, même si sur la route, parfois, il y a des frites à 3 €, etc., des choses un peu sauvages, mais on arrive quand même à les maîtriser. Après, on a mis aussi tout un travail sur les loges des vignes. C'est un patrimoine en disparition sur le territoire. En fait, c'est des petites cabanes où autrefois on mettait les chevaux, des gens mangeaient là-bas. Apparemment, il y a pas mal de gens qui étaient conçus dans ces cabanes aussi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça fait partie, c'est remplacé aujourd'hui par des camions blanches dans les vignes. Mais ce patrimoine-là, ça raconte une histoire, ça raconte votre histoire. Et c'est vrai, là, on a eu c'est pour ça c'est bien d'être plusieurs, parce qu'avec les CVC, à l'époque, on n'était pas d'accord. Nous, on a fait une exposition. Eh bien oui, et sur l'affiche, on a mis une loge moche. Ah, mais comment vous pouvez faire ça? Mais c'est pour que des gens se posent la question, mais pourquoi j'ai des trucs moches sur mon territoire? Et ça, oui, je pars du principe, un parc, on est payé pour ça. On ne montre pas le beau, mais on pose des questions. Et aujourd'hui, on a aussi des jolis exemples, des choses qui étaient refaites. D'ailleurs, un beau travail qui était fait chez Veuve Clicquot sur la restauration des loges. Donc, il y a d'ailleurs une qu'on peut voir sur le sentier des loges des vignes à Trépaille. Et là, on n'est plus sur le secteur, mais finalement, ce n'est pas grave parce que tout le monde doit profiter de cette idée, de cette démarche, de cette reconnaissance. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi un lien avec notre programme Éducation au territoire. Parce que c'est vrai, en 2010, je me suis rendu compte qu'on a accueilli quand même des enfants chez nous, mais on n'était pas capable de proposer une animation aux enfants de Reims. Alors, le champagne, ça se produit comment? Donc là, on a amené récemment 7 bus des enfants de Reims à Trépaille pour qu'ils voient c'est quoi les vendanges. Voilà, c'est des choses aussi comme ça. Et bien sûr, je n'ai pas tout mis, mais on a tout un travail là sur l'architecture, donc avec un nuancier en gros pour montrer aux gens, voilà, des matériaux traditionnels en lien avec le territoire. Voilà, c'est ça. Accueillir aussi des formations du bâtiment,
d'avoir un nuancier pour voir c'est quoi les matériaux, des couleurs traditionnelles de la Champagne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la construction contemporaine au début. Au contraire, donc le deuxième truc, c'est maintenant de faire quelque chose sur la construction contemporaine. Voilà, donc ça, c'est des outils qu'on propose. Et c'est vrai, cette opportunité de dire il y a l'inscription au patrimoine mondial, nous, on espère vraiment que des gens sont fiers de chez eux et qu'ils comprennent l'intérêt de faire quelque chose pour valoriser leur cadre de vie. Et c'est vrai, bien sûr, on met toujours en avant, oui, vous allez avoir plus de touristes, plus de visiteurs, etc. Et c'est très bien comme ça, et c'est bien si ça motive des gens. Mais pour moi, c'est d'abord pour vous, pour les gens qui y vivent. Donc, c'est très intéressant de faire un exercice, je l'ai fait encore avec des étudiants récemment, de montrez-moi votre carte postale de chez vous. Et là, des gens, ils partent, ils vont vous amener des superbes photos et des points de vue, etc. Et après, ils vous montrez en face des photos qu'on peut aussi trouver parfois dans les villages. Et je dis, ben oui, mais pourquoi vous ne voulez pas vivre tout le jour dans une carte postale? Voilà, donc moi j'espère vraiment, là je suis un peu opportuniste, c'est ça qui nous apporte cette inscription au patrimoine mondial, que des gens commencent à se bouger, d'être fiers, de faire des efforts et de ne pas toujours dire oui mais ça va nous coûter d'argent. Mais c'est vrai, en Alsace, ils ont aujourd'hui 6 millions de touristes qui viennent dans le vignoble alsacien et nous on a 800 000. Voilà, je pense qu'il y a une petite marge et ça nous fera tous du bien d'avoir des gens qui viennent ici parce que ça apporte aussi un autre regard et quand même, le Champagne et l'export, ça vit aussi d'aller ailleurs. Voilà, moi je m'arrête là, juste pour vous montrer, pour terminer, un petit film qu'on avait fait, mais aussi pour sensibiliser à l'urbanisme et à cette carte postale qui a créé pour vous laisser un héritage pour des générations futures.
Merci pour vos présentations très intéressantes, instructives. Quelques questions. Je me suis posé, en regardant le dernier document du parc Olaf, la question de pourquoi une musique anglaise sur un document si patrimonial. Est-ce dans le cas d'une globalisation de la culture locale? Je ne sais pas. Quelques questions aussi pour Amandine. Quelques points d'histoire peut-être. C'est vrai que cette réussite magnifique semble aller de soi, mais il me semble qu'il y a quand même eu une première candidature qui a été à reformuler dans un deuxième temps. C'est pas venu si facilement. Et puis, deux questions. Qu'en est-il des climats de Bourgogne? Il m'avait semblé qu'on était, je ne sais pas si c'est associé, en tout cas que les candidatures ont été reçues avec succès. On parle beaucoup ici de la Champagne, c'est bien évident, et tant mieux. Qu'en est-il? Et puis, dernière question, c'est, j'ai regardé le site avant de venir qui concerne la candidature et l'association, et je l'ai trouvé, probablement parce que le succès est très récent, pauvre en information sur le plan de gestion. Et au vu des contraintes, on n'est pas sur un site ponctuel, une cathédrale où il y a un propriétaire et quelques intervenants. Comme c'était si bien dit, il y a de multiples acteurs élus, monde du Champagne, et on sait que malgré le consensus, et au-delà du consensus, les accords ne sont pas toujours si faciles à obtenir. Quels en sont les quelques points marquants, les quelques points qui risquent de faire mal sur ce plan de gestion, puisque la candidature est acquise, mais on l'a bien vu, et certains sites français, entre autres dans les Pyrénées, ont eu du mal à renouveler leur agrément. Tu veux répondre sur la musique, Olaf, peut-être? Ah, bah ça c'est bien français, ça, comme question. Mais c'est pas grave, parce que je suis... Non, mais je suis français depuis 1 an maintenant, donc c'est bon. D'ailleurs, dans 3 jours, c'est l'anniversaire. Bon, écoute, ça, c'est franchement... je rappelle, à l'époque dans Pérignon, en France, on parlait autant l'anglais que le français. Et d'ailleurs, les vins effervescents, ça vient pas du tout d'ici, ça vient de l'Angleterre. En partie. En fait, ça, j'ai vu, j'ai lu quelque part, comme Amandine l'a dit tout à l'heure, beaucoup aussi le développement du champagne, quand même, c'est grâce à des étrangers qui sont investis. Donc, je pense qu'il faut quand même garder une certaine ouverture et pas forcément être cocorico, voilà. Alors, donc vous avez 3 points. C'est vrai qu'on a souvent lu la Champagne recalée, le deuxième dossier, ça fait 3 fois qu'il passe. Non, non et non. Répétez-le autour de vous. On n'en peut plus. Non, en fait, 8 années, c'est une succession d'étapes et on a monté un escalier. On a validé point par point et on a calibré le dossier jusqu'à le haut de la pyramide et au moment sacré où on est allé devant le comité du patrimoine mondial. Nous ne sommes passés qu'une seule fois à l'UNESCO et nous avons eu la mention très bien et à l'unanimité. Voilà, donc soyez rassurés, fiers. Il y a eu des préfigurations, mais tout ça c'était en interne encore au niveau français, national. C'était les échanges avec la culture, le ministère, avec l'écologie. Le deuxième point, c'est les climats de Bourgogne. C'est vrai que ce sont des candidatures qui se sont déclarées sur des mêmes temps. On a... oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été vécu, on était un peu challengés, aussi stimulés par leurs actions, les nôtres. Et finalement, je pense que ça a été assez motivant, même pour l'équipe, de se dépasser, de faire beaucoup mieux. Et en tout cas, on est allé au comité du patrimoine mondial en même temps. Donc la France a déposé les 2 dossiers la même année. Et on est passés tous les 2. La différence, c'est que les climats de Bourgogne n'ont pas eu une mention très bien. Ils ont eu une mention assez bien. Et qu'ils ont dû mener un travail diplomatique de démonstration jusqu'au dernier moment. Il y a eu beaucoup de débats dans la salle, alors que nous, ça s'est très bien passé. Voilà. Et enfin, sur le plan de gestion. Contrairement au dossier inscrit il y a quelques années, il n'y avait pas de plan de gestion.
La différence aujourd'hui, c'est qu'on doit produire un plan de gestion et donc on doit écrire clairement les engagements. Donc le débat, l'échange, il a eu lieu en amont de la déposition d'inscription et donc les collectivités, les professionnels se sont déjà engagés et ont déjà mis en place beaucoup de choses. Olaf parlait des sites pilotes Agir. Agir, c'est un programme qu'on a déjà lancé depuis 3 ans. Donc on n'a pas attendu d'être inscrit non plus pour commencer cette démarche de progrès. Et donc finalement, je ne pense pas qu'on va au-devant de conflits puisque tout ça a été bien réfléchi en amont, la feuille est déjà écrite, il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées et je suis très confiante sur l'avancée et la progression du plan de gestion. Et peut-être pour dire, oui, il y a des pays qui arrivent de monter un dossier en 1 an, hein, donc on a eu l'exemple, mais ça c'est en Suisse. Et ça, c'est impossible de faire ça en France. Donc on a aussi ici le côté dialogue, débat, échange. Donc, comme aujourd'hui, monter un parc, ça prend du temps. Et donc, les dossiers étaient complètement dans le temps, avec peut-être des choses à revoir. Mais heureusement, il y a parfois dans la vie des choses à revoir. Et par rapport de la mention très bien et assez bien, il faut quand même bien rappeler au niveau international, surtout dans un contexte anglo-saxon, on n'est pas sur un ranking, hein. On est sur l'évaluation du dossier, et si les 2 dossiers étaient très bien, c'était le 2 très bien. Si les 2 n'étaient pas bons, le 2 passait pas. Donc c'est par rapport d'un niveau qu'il faut avoir. Donc ça aussi, il faut avoir ça bien en tête. Je prends la suite. Sur la question, je voudrais savoir un petit peu, est-ce qu'il y a une sorte de vision globale? Vous avez 3 sites, Reims, un paysage et l'avenue de Champagne. Et ça doit être apparemment formateur pour le reste du territoire, un petit peu pour tout ce qui est engagement, si j'ai bien compris. Comment on le comprend bien pour le parc, hein, c'est obligatoire puisque l'ensemble est à l'intérieur du parc. Comment vous organisez cette transmission, cette diffusion Alors, c'est vrai que cette zone d'engagement, il n'y a pas un super parc sur les 320 communes. On vous a parlé du site Agir sur les coteaux. On en a déjà déployé un dans l'Aisne, sur la commune de Bonneil et d'Azy-sur-Marne, donc sur un coteau aussi viticole, et un autre dans l'Aube, au Rissé. Ça fait 3 ans, hein, on a tout déployé en même temps. Et notre intention, c'est de faire venir les communes des alentours ensuite pour faire rencontrer les acteurs qui ont participé à cette démarche Agir, pour qu'ils témoignent, qu'ils échangent, leur donner envie tout simplement, hein. Et donc la mission est en train de préparer également un certain nombre de documents pédagogiques pour guider et conseiller les acteurs sur la question, par exemple, de l'intégration paysagère, de la question du patrimoine, de sa préservation, dans les PLU, comment on fait dans ces quelques articles, comment on fait dans un PADD pour intégrer des orientations. Donc on va lancer progressivement avec les acteurs locaux, hein, dans toute leur diversité, de la production de conseils, parce que ça nous manque énormément. On a la chance, hein, d'avoir les services techniques du comité Champagne, donc du CIVC, qui sont très pointus sur la question environnementale, du développement durable, et on a, avec cette inscription, à apporter le volet paysager et patrimonial, hein, pour travailler la question de l'intégration, des imbrications de ces différentes unités. Et alors, on a un peu de temps, je peux compléter le propos. Comment on compte également développer un œnotourisme à l'échelle de la Champagne? Tout l'enjeu de l'inscription, on ne pourra pas concentrer une fréquentation unique sur ces 3 appartements témoins, c'est évident. Parce qu'il faut aussi penser à la préservation des sites. C'est très mauvais, c'est pas possible. Par exemple, au Villers, ça peut être vite saturé comme une petite commune. Et donc, on est en train de réfléchir, hein, en lien avec le comité Champagne, tous les acteurs du tourisme, à un contrat de destination qu'on appellerait la destination La Champagne, c'est-à-dire de créer une offre visible au niveau international, soutenue par la France, qui mettrait en avant toute cette entité Champagne avec ses 320 communes. Donc c'est par un travail collectif, hein, qu'on va réussir à irriguer, alors à la fois amener du tourisme,
marketer une offre, voilà, tous ces sujets-là. Et puis faire un travail d'amélioration de qualité, d'accueil et aussi de qualité urbanistique et patrimoniale. Même si souvent on me dit, mais oui, les maisons ne sont pas toutes ouvertes, les vignerons ne veulent pas ouvrir leurs maisons. Mais alors, être inscrit au patrimoine mondial, ce n'est pas une obligation d'ouverture avec des guichets, c'est avant tout préserver le patrimoine pour le transmettre aux générations futures. Hein. Et justement, je me demandais comment vous expliquez ce paradoxe. En fait, le champagne a une portée internationale, justement, est connu à l'international, et justement, on se retrouve avec une région où le tourisme là-dessus est assez faible et à développer, alors qu'à côté, par exemple, vous avez donné l'exemple de l'Alsace et des vins d'Alsace qui, du coup, n'ont pas la portée internationale du champagne, et pourtant ont vraiment une plus grande portée touristique, on va dire. Moi, j'ai ma théorie, mais elle n'engage que moi. Moi, je pense que le no-tourisme, c'est porter, c'est déjà accueillir, et avoir la nécessité de vendre aussi quelques bouteilles sur le pas de sa porte. En Champagne, on a une image liée aussi à des grandes marques qui sont très, très bons sur le plan marketing et on diffuse dans le monde entier ces flacons. Les vignerons, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des portes ouvertes le dimanche, même des restaurants, hein, tout bêtement. C'est que très récemment qu'on a eu à Auvillers une offre complémentaire qui est encore... Oui, voilà, c'est encore très variable. Hein. Je pense que simplement, on vit bien du champagne. Et on n'a pas cette nécessité d'accueillir, d'ouvrir. On n'a pas aussi cette conscience que sur notre quotidien, il y a quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est aussi un territoire de passage, de guerre. Il y a eu un traumatisme, à mon avis, très profond, qui fait qu'il n'y a pas un sentiment de fierté, d'identité. Et donc je pense qu'on a un énorme travail et qu'un dossier comme ça, c'est... un bon coup de pied pour se lancer et se saisir de ces questions et inverser la donne. Voilà. Surtout dans un contexte où aujourd'hui on a une grande région, on est le Grand Est. Je pense qu'il y a aussi, on arrive à un moment où en plus les Champenois ont peut-être envie aussi de réaffirmer leur identité. Voilà. Merci. Je pense que là il y avait M. Beaulieu qui voulait... Oui, quelques mots sur la question du jeune homme. C'est qu'on a été pendant des années et des années en gestion, bien entendu, de nos ventes de champagne, ce qui fait que, bien entendu, cette gestion, on appelait ça un produit, dans le jargon, c'est les produits prévendus. Pendant des décennies, le champagne est un produit prévendu. Au 1er janvier, on savait pratiquement le nombre de bouteilles qu'on allait vendre à l'exportation en France, etc. Et donc, on n'avait pas besoin d'avoir recours à cet afflux touristique, touristique, etc. C'est la différence fondamentale qu'on a avec, bien entendu, l'Alsace, qui a eu besoin de s'ouvrir, et bien entendu, en s'ouvrant, d'amener une manne touristique pour, bien entendu, faire découvrir ses produits et les vendre. Dans mes multiples casquettes autour de ça, moi, je travaille depuis une dizaine d'années, un peu avant l'idée du classement à l'UNESCO, sur une destination champagne dans mon village qui s'appelle Mutigny, qui fait partie des 7 communes viticoles aujourd'hui dans le vignoble historique. Et donc j'avais réfléchi comme ça un jour, en 1995, en disant il serait bien de créer une destination touristique champagne. Et pour cela, après avoir été visiter les vignobles, j'avais échafaudé une idée que je gère toujours aujourd'hui, d'un hôtel 4 à 5 étoiles de 60 chambres, avec un spa, avec un bar à champagne, le seul bar à champagne d'une taille conséquente, dans lequel mon idée est de faire rentrer, bien entendu, les grands champagnes, découvrir les grands champagnes, mais également faire découvrir les champagnes de vignerons. Et donc ce projet-là, il est structuré, il existe, il y a un permis de construire, mais je peux vous dire qu'il y a une frilosité champenoise économique, notamment au niveau des banques, qui n'a pas acquis encore cette idée de développement économique tout autre qu'au-delà de la vente de champagne, au-delà de la production de raisins,
Je me frite depuis des mois et des mois avec cette banque, et je peux vous dire que lors d'une réunion avec une banque, la banque verte, pour ne pas la citer, m'a cassé au mois d'octobre, m'a cassé le produit en disant que, bien entendu, il n'y avait pas de la destination Champagne possible, imaginable, que c'était un doux rêve, qu'économiquement, c'était pas rentable, etc. Mais je continue à me battre quand même dans ce domaine-là. Autre élément important, c'est qu'il faut mobiliser les Champenois. Chapeau, je l'ai dit, je le redis, le travail qui a été fait par l'équipe, le travail de Pierre, etc., est exceptionnel. On ne le dira jamais assez. Mais maintenant, on doit appeler à la mobilisation générale, à la mobilisation vers un objectif qui est, je dis que de parler d'industrie touristique, ce n'est pas un gros mot, mais il faut quand même qu'on n'ait pas peur de parler d'industrie touristique à créer autour de l'onotourisme, autour de nos paysages, autour des caves, autour de la visite des vignobles, etc. Mais ça, dans les 7 vignobles historiques, on a quand même des grandes difficultés de mobilisation. Il s'avère que je travaille beaucoup à la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne sur le développement touristique. On a un projet d'hôtel à Mutigny de 60 chambres. On a un projet d'hôtel à Champillon de 50 chambres avec le groupe Caudalie. On a un projet de gîte touristique sur Mareuil-sur-Ailly. On est en train de réfléchir à une structuration des points de vue des paysages de notre communauté de communes, où on sort 5 sites tout à fait exceptionnels qu'on pourrait valoriser et amener les touristes, bien entendu, à découvrir les paysages exceptionnels que nous avons. Donc il y a tout un tas d'idées qui sont en train de mûrir, qu'il faut bien entendu concrétiser, obtenir les financements, avoir une faisabilité respectant l'environnement, comme l'a dit Olaf tout à l'heure. Donc il y a tout un tas de travail à faire, mais ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui encore, c'est la frilosité des banques, c'est le négoce globalement est convaincu du bien fondé. Il n'a pas besoin de nous pour vendre ses bouteilles, mais il a besoin de nous pour accueillir, bien entendu, les touristes. Les viticulteurs, malgré qu'ils ont perdu 10 millions de bouteilles au cours des 10 dernières années, sont encore très en retrait de cette nécessité de démontrer notre savoir-faire. Donc il y a encore, et j'en arrêterai là parce que je pourrais faire tenir une demi-heure ou 3/4 d'heure sur tous les problèmes que je rencontre au quotidien, mais je pense que la mobilisation générale aujourd'hui doit sonner, et il faut absolument que, ne serait-ce que pour Pierre, sur son petit nuage de champagne, je le disais tout à l'heure, rien que pour Pierre, montrer que, bien entendu, son idée était géniale, le travail qui a été abattu par l'équipe est excellent, et que maintenant, il faut concrétiser et, bien entendu, savoir accueillir les touristes. Moi, dans mon village de Mutigny, début juillet, j'ai eu un afflux de tourisme que je n'avais jamais vu, et notamment de tourisme français. Donc ils attendent quelque chose. Le nombre de nuitées que nous avons à 1,6 ou 1,7 nuitées dans notre bassin de vie est très largement insuffisant. Il faut se donner des objectifs, c'est 2,5, 3 nuitées pour, bien entendu, avoir une certaine rentabilité des investissements que nous avons à faire. Et peut-être aussi pour compléter, si on veut garder des gens ici, il faut avoir une proposition aussi plus large et d'avoir toute une gamme de choses à proposer. Parce que quelqu'un qu'on veut garder plusieurs jours ici, il ne va pas uniquement aller dans un village ou sur un site, il veut peut-être faire aussi une journée, une découverte en vélo et s'arrêter quelque part, de trouver des lieux pour... Parce qu'aujourd'hui, des gens, quand ils sont dans un séjour, ils font des choses très diverses et variées. Et donc, c'est à nous aujourd'hui de mettre des gens en réseau et de proposer des choses très diversifiées aussi. Donc, par exemple, c'est très bien de faire des hôtels de 5 étoiles, mais aussi il faut avoir des choses intermédiaires. Il faut se dire aussi comment je peux proposer, valoriser d'autres sites. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose dans la région qu'il faut qu'on développe. Comme je disais tout à l'heure, fédérer, mais c'est aussi travailler en réseau. Parce que si vous voulez maintenir des gens ici plus longtemps, il faut l'envoyer d'un à l'autre et de dire voilà, aussi passer, il y a un super pâtissier là, il y a un chocolatier excellent qui est là-bas, il y a tel restaurant. Et malheureusement, je le dis un peu en venant de l'extérieur, ici il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien ringards. Hein. Et il faut chercher un peu l'excellence et la qualité. Donc comme dans le dossier, l'inscription, c'est l'excellence. Et c'est aussi des choses un peu cosy. Je suis parfois un peu surpris
qu'on peut trouver des restaurants, certains restaurants de bonne réputation, quand on rentre dedans, on n'a pas forcément envie de rester. Et ça, c'est assez surprenant. Et je pense le problème, c'est aussi, il y a la guerre, ça c'est la destruction. D'ailleurs, chez nous, on nous dit souvent, on peut faire un mât provençal dans un village de Champagne parce que tout était détruit. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre parfois, mais ça nous arrive souvent au parc. Mais il y a aussi parfois une petite crise doit passer par là pour que des gens se creusent un tout petit peu la cervelle pour faire des choses. Donc je rappelle, la deuxième destination touristique en France au niveau du tourisme urbain aujourd'hui, c'est Lille. Donc c'est une ville quand même, quand on pense à toutes les crises qui sont passées là-bas, on ne pense pas trop, mais ils ont réfléchi pour valoriser leur patrimoine, pour proposer une offre culturelle un peu exceptionnelle. Voilà, donc, et malheureusement, est-ce qu'on est obligé de passer par là pour qu'on ose des choses? L'exemple de Lille, il est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord dans la salle, mais ils ont eu une ambition. Voilà. Il a fallu changer l'image. Ils ont un capital sympathie très important, les gens du Nord, sur l'accueil. Et ils ont joué la carte de l'accueil. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a eu la candidature pour être capitale européenne de la culture. Après, ils ont eu la chance aussi d'accueillir le Louvre-Lens, donc un bel établissement de culture de très bon niveau. Il y a eu le film Les Ch'tis, tout bêtement. Et puis, il y a eu la candidature du bassin minier au patrimoine mondial. Et bien, cet ensemble de facteurs a complètement retourné leur image et c'est vrai qu'ils ont une destination touristique maintenant très forte, mais il y a une nuance, ils n'ont pas la réputation internationale que nous on a par exemple. Et moi j'y suis allée il y a encore quelques mois et ils me disaient mais vous c'est fabuleux, vous avez un truc génial, magique et je vous assure qu'ils aimeraient bien avoir cette reconnaissance internationale. Nous on a des progrès à faire, mais dans un schéma complètement inversé en fait. Simplement pour rebondir, je ne veux pas monopoliser la parole, sur ce qu'a dit Olaf, on a conduit 3 et 4 études sur cette idée de maintenir des nuitées. Et dans les 3 ou 4 études avec des cabinets nationaux totalement différents, on a toujours eu la même conclusion, il y a des possibilités, bien entendu, en Champagne-Ardenne, d'attirer le tourisme à travers le mot Champagne connu internationalement, mais de maintenir les touristes. Le tourisme de mémoire, 14-18, le tourisme industriel, 3, les visites de caves, la forêt, les faux de Verzy, etc., etc. On a toujours, les études qu'on a conduites donnent à chaque fois la même finalité. On peut maintenir 3 et 4 nuits dans notre bassin de vie, dans notre Champagne. Je crois que c'est important à se le dire, parce que sinon, on va être négatif. Il y a des multiples choses à faire. Bon, après aussi, il y a une interview là, que j'ai préparée hier ou avant-hier à l'Union. Je reviens également sur tous ces domaines-là. Il faut aussi que la population se mobilise, que chacun travaille dans sa tête. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement touristique de notre région? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire de l'équestre, je peux faire du VTT, je peux faire du vélo, je peux faire du pédestre, etc., etc. Il y a de multiples choses à faire. Et moi, je suis convaincu que tout est donné à notre région pour réussir ce challenge. Peut-être lors de notre dernière Assemblée Générale, Pierre Cheval a fait son rapport moral et il disait « Osez, investissez, n'ayez pas peur, allez-y ». Enfin, vraiment, il avait aussi ce message de « en avant ». Est-ce que ça peut relancer des projets comme par exemple le musée des Beaux-Arts sur Reims? Alors c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse ce soir, mais oui effectivement avoir un musée de qualité c'est un atout pour construire une offre touristique, mais
mais c'est aussi des budgets. Et là, c'est pas directement lié à l'inscription, mais effectivement, ça pourrait, dans un élan et dans une fréquentation touristique, inciter les décideurs à peut-être revoir un projet ou le redimensionner. Mais oui. Un complément sur l'aspect muséographique, le musée d'Épernay va rouvrir probablement l'an prochain dans une muséographie concernant le domaine viticole champenois complètement renouvelé. Et c'est un des 50 musées de France qui possède plus de 10 000 objets. Donc c'est une collection très importante, à la fois archéologique et en même temps viticole. Et il y a d'autres musées qui traitent directement du champagne en région, comme par exemple le phare de Verzenay, puis aussi des aménagements touristiques ponctuels comme le sentier du vigneron de Mutigny. Là, M. Beaulieu, juste devant moi à gauche, était sur plusieurs mandats maire de Mutigny. Donc il y a différents aspects muséographiques et patrimoniaux qui permettent de valoriser, qui existent déjà, de valoriser le champagne. Ceci dit, ça n'obère pas des solutions pour le musée des Beaux-Arts de Reims, qui sont probablement en cours par la mairie de Reims. Et puis on a un projet sur Ailly qu'on appelle le Pressoir. On a un projet sur Ailly qui s'appelle le Pressoir, dans un ancien pressoir pommerie. Apparemment, après de multitudes de rebonds, depuis hier, je pense que c'est validé qu'on va essayer rapidement de sortir ce projet de musée interactif sur le Champagne, bien entendu. Je trouve intéressant que vous soyez tous les deux géographes. Dans un secteur qui est quand même du coup réduit, Montagne de Reims plus le classement UNESCO, ça fait une forte concentration. Est-ce que c'est exceptionnel à l'échelle nationale ou est-ce que vous retrouvez ce genre de profil aussi scientifique ailleurs en France où voilà, les géographes participent à l'aménagement du territoire comme vous le faites là? Disons dans des profils directeurs de parc, oui, vous avez beaucoup, soit côté géographie, soit plutôt profil de plus en plus gestionnaire type ENA. Mais il y a beaucoup, oui, il y en a beaucoup, ouais. Ouais, si. Alors dans les dossiers d'inscription, il y en a, c'est un peu plus varié comme profil parce que déjà il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins que les parcs. Il n'y a pas 50 dossiers en cours en France. Mais c'est vrai que je pense à mon sens que la formation de géographe, elle est assez ouverte et elle permet de parler à d'autres disciplines. Nous, on a eu affaire à des historiens, à des spécialistes de la conservation du patrimoine, des gens de l'histoire de l'art, des élus, le monde des élus. Être géographe, c'est comprendre aussi comment fonctionne une collectivité, un finage. Moi, je suis aussi urbaniste à côté, donc c'est vrai que le monde des élus, c'est aussi quelque chose qu'on apprend à découvrir au fil des études. Mais je pense qu'ici, d'ailleurs, il y a beaucoup de géographes dans la salle. Et moi, pour ma part, je suis un pur produit local, puisque j'ai fait, et j'en suis très fière, mes études à Reims. Et donc, je suis restée dans la région et j'ai eu un très grand plaisir de mener l'inscription du côté technique, côté de Pierre Cheval. Et oui, pour complément d'information, c'est vrai que par rapport de ce que j'essayais de dire là, tout à l'heure, c'est vraiment la gestion de l'espace et de comprendre comment ça fonctionne et comment sont tous les liens des relations. Donc au parc, il y a des gens plutôt sur l'urbanisme, sur le paysage, sur la biodiversité, etc. Et maintenant, il faut mettre tout ça ensemble sur un espace donné. Donc oui, c'est vraiment le terrain, en fait la formation pour moi idéale pour travailler sur ces questions-là. D'ailleurs, je vous dis, je pense que des géographes en France arrivent à mieux se vendre qu'en Allemagne. Ça, c'est sûr et certain. C'est un profil qui, je pense, on peut aller plus loin ici que là-bas. Ça, c'est sûr, avec ce profil. Et aujourd'hui, la seule chose, bon, j'avais fait, donc toi tu as fait l'urbanisme, moi c'était biologie, avec l'idée de mettre l'homme au milieu de la gestion des écosystèmes. C'est pour ça un lien évident pour moi, géographie humaine et la biologie.
Par contre, aujourd'hui, je ferais plutôt économie et probablement une partie juridique avec. Ça sera, je pense, mieux adapté. Mais voilà. Mais moi, je ferai toujours à nouveau ces études-là. Ouais, sur la partie un peu classement UNESCO, etc., est-ce qu'il y en a qui ont regardé cache investigation sur la 2 au secours, exactement, au secours, mais on a pris quelques coups derrière la tête extrêmement violents, au même titre que le Bordelais. Et ça, c'est à mon avis. Il y a des géographes dans la salle, vous avez bien regardé les légendes de la carte, j'espère. Bon, ça se discute, hein. C'était les points de vente, hein, et non les... Mais bon, en même temps, on peut... Oui. Marne-Aube, on était quand même en noir avec le Bordelais. Ouais, c'était très dangereux, et notamment avec les traitements, les images des personnes masquées, casquées, etc., qui sont notre quotidien pendant la période de traitement, mais touristiquement parlant, ça n'a pas été... Oui, on a un gros travail là. Et pour moi qui implante un hôtel dans plein milieu des vignes, c'était déjà mon inquiétude, mais ça l'est encore devenu de plus, et encore depuis hier soir. Hier soir, cache d'investigation. Ça méritera peut-être... Tout à l'heure, vous avez dit fort justement que finalement, maintenant, il y avait encore énormément de choses à faire et des actions à mettre en œuvre. Donc, on a bien vu pour l'aspect patrimonial, avec notamment les programmes Agir, ce que vous faisiez concrètement. Est-ce que vous avez des exemples également concrets pour l'aspect des deux autres appartements témoins, à savoir les caves et les coteaux? Et je pense aux coteaux, c'est vrai qu'on sort de la COP21 et on a vu passer pas mal d'articles, d'ailleurs souvent Info ou Intox, où on nous expliquait qu'avec les conséquences du réchauffement climatique, on pourrait avoir une mise en péril de l'activité viticole et donc de l'activité du champagne dans les prochaines années, quoi. Moi, je vais peut-être répondre sur la première partie de la question. Des exemples concrets... on peut citer par exemple à Reims, on a déjà lancé des cycles de formation très concrètement auprès des maisons, auprès des services des collectivités. Alors pas toujours pour de la visite, mais aussi pour les sensibiliser à la prise en compte de ces orientations du plan de gestion dans leur quotidien. Le service des espaces verts, demain, sur la colline Saint-Nicaise, il y a peut-être des efforts à fournir. Il y a des projets de réhabilitation des parcs, du parc des buttes de Saint-Nicaise qui est en cours. Ça a aussi lancé concrètement des restaurations de quelques pavillons dans le parc de Champagne. Les maisons de Champagne aussi s'engagent aussi dans... on a vu beaucoup de parcours de visite réhabilités, des efforts d'ouverture, d'exposition, et elles vont intégrer dans leur discours aussi tous ces liens sur l'inscription et renvoyer sur la Champagne inscrite au patrimoine mondial. Pour Épernay, on a le même genre de processus. J'en cite d'autres, comme ça donne des exemples. On parlait du château Perrier sur l'avenue de Champagne. Donc voilà, là on a l'émergence d'un centre de culture où on pourra avoir une interprétation de qualité sur le site. Et puis des choses plus pragmatiques, la signalétique. Si on a des touristes, il faut aussi les guider. Et on est en train de réfléchir en ce moment avec la ville d'Épernay pour la mise en place de plaques traduites avec de la photo, des liens, des flashcodes qui renvoient sur les sites avec plus d'infos, enfin des systèmes actuels pour améliorer les visites. Voilà. Quelques exemples. Dans la deuxième partie sur sur le vignoble, oui, votre question elle mérite d'être posée, mais c'est un peu la presse aussi qui s'est emparée de ça. Pour l'instant, moi j'ai travaillé 46 ans au Champagne et je suis toujours vigneron. On a une chance, le réchauffement climatique, je vais peut-être me faire jeter des pierres, ça a quand même été une chance pour la Champagne, puisqu'on a, pour ces 10 et 15 dernières années, amélioré, bien entendu, qualitativement nos vins.
C'est un premier élément. Le réchauffement, aujourd'hui, on le touche puisque les vendanges au mois d'août, c'est devenu quelque chose de tout à fait, je ne dis pas normal, mais ça ne nous surprend plus. Donc il faut vendanger beaucoup plus tôt pour éviter de monter, bien entendu, en densité de sucre. Là, le comité interprofessionnel du vin de Champagne est en train de réfléchir à des évolutions des cépages. Je pense que dans les 20 ou 30 prochaines années, le pinot noir, le pinot meunier chardonnay seront peut-être plus d'actualité. Et donc il y a une réflexion que le CIVC est en train de mettre en place, le comité Champagne, pour faire évoluer bien entendu nos cépages avec une maturité retardée, ce qui nous permettra bien entendu de ne pas, parce qu'on ne peut pas chercher le sucre, on ne peut pas chercher l'alcool, on est limite actuellement, si on attend de trop pour vendanger, je pense qu'il y aura une évolution des cépages, mais que le champagne, dans 40 ans, dans 50 ans, sera toujours champagne. Son temps, j'irai pas plus loin. C'est un risque que les Anglais J'attendrai. Moi, j'ai peut-être quelque chose à ajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Il y a peut-être aussi dans la salle des professeurs en secondaire. Voilà. On est aussi à la recherche de partenariats auprès des jeunes. Clairement, c'est eux qui auront la responsabilité demain de ce territoire, de ce patrimoine. Donc, dans les programmes scolaires, on peut trouver aussi de beaux échos et on est vraiment prêt à engager des choses auprès des jeunes publics. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer la mission et on sera à vos côtés pour monter des projets pédagogiques. Merci beaucoup. Je pense que votre présentation était vraiment très claire, très bien. Je pense qu'on peut applaudir nos deux intervenants qui ont... Disons, je pense que vous avez quand même bien éclairci la situation sur l'UNESCO, parce que je pense que pour beaucoup, quand l'UNESCO, c'est l'inscription, c'est fait comme ça, on a demandé un ticket, on l'a eu. Assez souvent, quand on en parle, on ne se rend pas compte que c'est compliqué, vous l'avez expliqué. Je pense que ce que vous faites, de venir tout le temps de bonne volonté pour montrer, je pense que si nous-mêmes, après, on arrive à en convertir d'autres et à s'approprier le territoire, ça peut être pas mal. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous voulez des informations sur tous les cafés géo, si vous tapez dans Google Café Géo, première page c'est cafégéo.net, c'est le portail national, et sur lequel vous allez trouver les informations qui viennent. Si au cas où vous êtes de passage à Toulouse ou à Paris, il y a aussi des cafés géo avec des thématiques particulières, et vous aurez très prochainement le café géo qu'on va faire en mars. La date reste à détailler, mais allez faire un tour courant mars sur lescafégéo.net et vous aurez la date précise. Merci.